crowds ought to respect their rope. Mayhaps I could have got away on beat for you catching me. You remember that. You remember that all, eh? You killed me. You remember that. You killed me. Niggas like you just prove what the Peckerwoods say. We're just beasts, willing to do anything, kill each other. No mind, no feeling. Shut up, nigger. Leastwise, I ain't gonna die like you gonna die. Like a slave. I ain't giving no lifetime of misery and sweat to this Peckerwood. I'd rather die than be a slave. You Peckerwood, that's right. You Peckerwoods was oppressed in your own land. We was free. And you brought us here. In chains. Well, now we here. And you just better know. This is just as much our land as it is yours. And after you hang me, kiss my ass. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Si vous osez me toucher, je me tue. Voilà une épée pour te tuer. Car je suis décidé à te toucher. Griffe-moi. Allons, vite. Défends-toi. Pour toi, une brute, une femme ne peut rien. Sorcière. Cogne, mort, griffe. Allons, vite. Pas moi. Je ne lèverai pas le petit doigt contre vous. Tout ce que vous ferez contre moi pèsera sur votre conscience. Alors, que ça pèse sur ma conscience. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Ça va, ça va. Bah écoute, ça va, ouais, plutôt. Ouais. Aujourd'hui, une émission consacrée à Richard Fleischer, encore une, puisque nous avions déjà, il y a quelques temps, je crois, je ne sais plus quand, consacré une émission à l'occasion de la ressortie d'une salve chez Carlotta. Tu me coupes quand je dis une connerie. 3 films qui étaient ressortis chez Carlotta, qui étaient exceptionnels. Hein, Les flics ne dorment pas la nuit, Terreur aveugle et L'étrangleur de Harlington Place, Tenrington Place. Je crois qu'on avait aussi causé à cette occasion-là de Barabbas, qui sortait chez un autre éditeur. Ouais. C'était qui d'ailleurs Barabbas? C'était pas Rimini non, c'était pas Rimini, c'était Sidonis, je crois. Sidonis ou ESC. C'est vrai. Et donc voilà, on était revenu déjà un petit peu sur cette carrière. Et tu avais prévu d'ailleurs de revenir un petit peu sur le bonhomme, même si on l'avait déjà fait. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois de Richard Fleischer à l'occasion 2-3 sorties DVD de chez Rimini du coup, qui sont La fille sur la balançoire, c'était déjà il y a quelques temps, mais quand même on va en dire un mot. Les Vikings dans un très très joli coffret, et puis surtout le gros morceau, le Mandingo de 75, qui sort lui dans la collection de Jean-Baptiste Torre chez Studio Canal, Make My Day, son grand film sur l'esclavage.
Oui, on avait déjà causé de Richard Fleischer, comme tu dis, mais c'est vrai que, et au risque de nous répéter, c'est vrai que Richard Fleischer, c'est un cinéaste sur lequel le petit monde cinéphile s'agite un petit peu en ce moment, parce que c'est très étonnant à quel point on se rend compte aujourd'hui quel grand cinéaste il fut, en fait, alors qu'il n'a pas du tout sa place dans les différentes histoires du cinéma. Alors même pourtant que pour tous ceux qui ont une cinéphilie, on va dire télévisuelle, les gens qui ont grandi avec des films qui passaient à la télé, Richard Fleischer, c'est un cinéaste qu'on a beaucoup vu. On le compare souvent à Robert Wise, qui a travaillé un peu à la même époque et qui lui aussi a touché à plein de genres bien différents. Bien sûr, mais Robert Wise est presque même plus connu dans la sphère de la stricte cinéphilie. Ses films sont presque moins vus, mais il est plus connu, alors que Richard Fleischer, c'est le cinéaste des Vikings dont on va parler, c'est le cinéaste de Tora Tora, le réalisateur de Soleil Vert, 20 milieux sous les mers, 20 milieux sous les mers, le Voyage fantastique, que des grands classiques presque du film du dimanche soir, en tout cas le film qui passait en prime time à la télé à l'époque où la télévision en tout cas passait des films de cette époque-là. Donc c'est quelqu'un qui, sans avoir été identifié grosse époque, puisque lui il démarre dans les années 40, 50, enfin 40 et puis jusque dans 85, il fait la suite de Conan le Barbare et Caliban. C'est un des rares cinéastes de l'époque des studios qui a réussi à prolonger sa carrière bien au-delà, en fait. C'est vraiment un pur représentant du système des studios. C'est quelqu'un qui est commencé au bas de l'échelle, même si c'est un fils d'eux, c'est le fils de Max Fleischer, le créateur de Betty Boop, mais il a commencé en tant que monteur, voilà, il a accédé au fur et à mesure à différentes responsabilités, ce qui fait qu'il a tout de suite au sein du plus petit studio hollywoodien, la RKO, fourni plusieurs films noirs excellents qui étaient sortis dans un très beau coffret chez les éditions Montparnasse il y a déjà mais pas mal d'années. Encore l'énigme du Chicago Express notamment. Exactement, depuis qu'ils ont plus le catalogue de RKO, le Montparnasse, on les retrouve à pas cher et je conseille vraiment ce coffret-là parce que les 3 films dedans sont géniaux, enfin vraiment géniaux plutôt. Et c'est un cinéaste très particulier parce que effectivement on peut se demander pourquoi ce type-là, à la différence des gens de sa génération, on va dire les Anthony Mann, même si un peu plus vieux, les Don Siegel, les Robert Aldrich, les Samuel Fuller, les Nicolas Ray, qui sont peu ou prou de la même génération, n'a pas eu le même impact sur l'histoire de la cinéphilie et l'historiographie du cinéma. Effectivement, on voit bien à la lumière de ces films, au fur et à mesure on peut les redécouvrir, on peut les voir qu'il y a une très grande diversité. C'est quelqu'un qui, à la différence de gens comme Mann ou Wilder, c'est pas illustré typiquement dans un style. Mann, il a fait une série de films noirs hyper importants, une série de westerns hyper importante. Billy Wilder, il est très connu pour ses films noirs, ses comédies, donc hyper identifié. Richard Fleischer, c'est quelqu'un qui a touché à peu près tous les genres et qui a un style extrêmement changeant. Il n'y a pas une patte Fleischer immédiatement qui est reconnaissable de tout de suite. C'est quelqu'un qui en plus avait la particularité d'avoir presque jamais initié un de ses projets, et c'est toujours un homme de studio, un homme de studio, et puis un homme qui, même bien au-delà de la fin de l'histoire des studios, a toujours répondu aux commandes pour peu que la commande l'intéresse. Voilà, remplacer même des réalisateurs, voilà. Huston par exemple ou d'autres. Oui, c'est ça, mais pour peu que la commande l'intéresse quand même. C'est vrai que le bouquin qui est disponible dans le coffret Viking revient beaucoup là-dessus. Il a refusé pas mal de choses aussi, ce qui fait qu'il a été tricard au sein du studio parce qu'il refusait des choses alors même qu'il était sous contrat. Ce qui l'a pas empêché de faire beaucoup de films. Il faut rappeler quand même que c'est un film tous les ans, voire 2 films par an. Il y a des époques comme ça où il a sur 4 ans fait 6 films. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Il a une filmographie quantité et surtout accordée à la qualité qui va avec. C'est surtout ça, parce qu'au-delà des films qu'on a déjà cités, il y a toute une tripotée de films beaucoup moins connus, des films qui ne passaient pas à la télévision par exemple, qui étaient beaucoup moins présents dans la mémoire cinéphilique, j'ai envie de dire vraiment l'histoire de l'historiographie de la cinéphilie, des films qu'on a redécouverts, Le flic ne dorme pas la nuit, L'étrangleur de Wellington Place, L'étrangleur de Boston. Vu que c'est l'inventeur du split screen à cette occasion-là, on s'en rappelle. Enfin, on s'en rappelle attaché à la technique aussi, c'est un truc qu'on peut dire. Il y avait quelque chose, des impacts, des apports techniques très très importants. Il a attaché à l'évolution de la technologie, que ce soit pour 20 milieux sur les mers, pour ce film-là. Après, ça peut être quelque chose de visuel vraiment, mais même jusque dans les années 80, quand il fait Amityville en 3D par exemple, où il s'intéresse encore à quelque chose qui avait déjà été fait un petit peu, mais là, il pousse aussi un peu le machin. Enfin, il évolue énormément avec les esthétiques de son époque et il les fait évoluer aussi. Complètement, c'est vrai qu'on avait parlé, et non pas à l'occasion de notre dernière émission consacrée à Richard Fleischer, aux Inconnus dans la ville, qui était aussi sorti chez Carlotta et qui était un film noir pur jus, mais qui était un des premiers films noirs en cinémascope lors de l'apparition du cinémascope. Et on voyait bien à cette occasion comment c'était un cinéaste qui, un des premiers, a pu voir l'apport en termes de scénographie que pouvait avoir le cinémascope, en sachant qu'à cette époque-là, c'était plutôt
plutôt vilipendé comme une sorte de gadget technique pour du grand spectacle, alors que lui il avait tout de suite compris que en agissant sur la profondeur de champ et avec des mouvements d'appareil, il pouvait vraiment avoir un apport esthétique très fort dans la façon de raconter des histoires, et particulièrement dans la profondeur de champ et des mouvements d'appareil. Et c'est un film splendide, et ça fait partie justement de ces films qui ressurgissaient un peu de l'oubli quelque part, à part pour les vraiment cinéphiles hardcore comme des gens comme Tavernier qui ne sont jamais trompés à propos de Fleischer, qui l'ont toujours non pas porté au nu, mais qui ont toujours souligné son importance. Mais c'était aussi un film où on les regarde maintenant, c'est des films qui n'ont pas vieilli, qui gardent toute leur force. Et voilà, il y a eu des tas de films comme ça. Je sais que le Temps de la colère aussi, dont on avait parlé, il me semble, lors d'une émission, qui est pour moi un des meilleurs films de guerre que j'ai vu, et non seulement un des meilleurs films de guerre que j'ai vu, mais un film aussi qui permet de relativiser toute une sorte d'idée reçue qu'on peut avoir sur le film de guerre, comme quoi voilà, c'est que à partir de films comme Le Voyage au bout de l'enfer ou Full Metal Jacket qu'on a eu des films qui réfléchissaient vraiment de façon anti-belliciste, alors que dans Le Temps de la colère, qui s'appelle Between Heaven and Hell, il me semble, en titre original, c'est un film absolument d'une incroyable modernité sur le rapport que le cinéaste entretient par rapport à la guerre et ce qu'elle fait sur le cœur des hommes, quoi. Et beaucoup très différent, de façon très différente que des films comme Attaque de Robert Aldrich, qui malgré le fait qu'il soit hyper violent et hyper fort là-dessus, garde une dimension très viriliste, ce qui n'est pas jamais le cas chez Fleischer. Donc c'est quelqu'un de très étonnant, donc on ne cesse de redécouvrir. Alors on va terminer l'émission en parlant de Mandingo, qui est pareil, un film qu'on redécouvre maintenant, qu'on avait cité aussi lors de nos émissions, et qui est cité par Tarantino pour Django et tout ça, mais qui n'a pas du tout la notoriété qu'il devrait avoir, et la place qu'il devrait avoir. C'est un film très très important, hyper étonnant, tout comme Les flics ne dorment pas la nuit, qui me paraissait être le meilleur film des années 70 de Fleischer. Là, avec Mandingo, on me dit c'est hallucinant de voir un film comme ça, que ça ne soit pas plus connu. Et c'est très étonnant. Pour l'anecdote, c'est vrai que c'est assez drôle que Richard Fleischer, c'est un cinéaste où tous les éditeurs de DVD, en fait, ils ont les plus cinéphiles, en tout cas, on parle même pas des grands studios, Fox et Warner, ont tous des Richard Fleischer dans le catalogue. Ce qui fait, ça dénote aussi le fait que Richard Fleischer a bossé avec beaucoup de producteurs différents, beaucoup de studios différents, ce qui fait que son œuvre est complètement éclatée, mais on trouve des Richard Fleischer chez Remini, chez ESC, chez Wildside, chez Carlotta. Et c'est un peu rassurant de se dire justement, qu'ils font leur travail, quoi. Comme tu l'as dit, ça a mis un peu de temps, sans doute c'est peut-être trop tard pour certains de redécouvrir des films comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu rassurant de se dire voilà, on continue de les récupérer dans des bonnes qualités. En plus, on en reparlera avec Mandingo, même avec La fille sur la balançoire, que moi je ne connaissais pas, comme d'autres films de Fleischer que je n'ai pas encore vus. Et il n'y a pas que des bons films, hein. Lui-même le dit, je conseille la lecture du livre de Stéphane Bourgoin, qui était sorti dans les années 80, justement, d'entretien, où Fleischer revient sur chacun de ses films. Il y a aussi beaucoup de films de Fleischer, il y a plusieurs films de Fleischer en tout cas, qui sont sans doute très mauvais, hein, parce que justement il répondait à des commandes, qui travaillait au sein des studios, il pouvait pas toujours faire ce qu'il avait envie de faire malgré tout, et donc voilà. Mais aujourd'hui on peut au fur et à mesure redécouvrir des films assez merveilleux à ce sujet là. Du coup on va peut-être déjà tout de suite démarrer, et ça me permettra de continuer sur la lancée que tu viens de faire du portrait de Fleischer. Le truc qu'on n'a pas répété dans cette émission, c'est qu'avant de faire du cinéma, il a aussi fait des études un peu de médecine, notamment de psychiatrie, et c'est vrai qu'il y a un sujet qui l'a beaucoup intéressé quand même. Il est revenu dessus pour plusieurs de ses films dont on a déjà parlé. Je pense aux Étrangleurs, celui de Boston et Darrington Place, Le génie du mal aussi, et c'est vrai qu'il s'est intéressé énormément à certains cas entre guillemets psychiatriques de criminels. Et ce très tôt en fait, et La fille sur la balançoire, donc qui est ressorti chez Rimini il y a quelques temps, qui date des années 50, qu'il réalise peu de temps d'ailleurs, je crois, après Les Inconnus dans la ville. C'est la même année. Voilà. En fait, on se dit c'est complètement sidérant comment les gens travaillent à cette époque-là. C'est merveilleux. Là encore, du cinémascope avec des couleurs assez extraordinaires. On est très très proche du mélodrame flamboyant à la Douglas Sirk, mais justement avec cet intérêt de Fleischer pour le portrait d'un criminel qui est proche de la folie, voire carrément taré en fait. Et là il adapte donc un fait divers qui avait fait grand bruit au début du siècle, qui a été aussi traité dans le Ragtime de Milos Forman, donc d'un architecte très connu à New York, qui avait été assassiné en public d'ailleurs par un autre bonhomme très très riche qui avait épousé une jeune fille très très belle qui avait eu une histoire avec cet architecte avant.
le film évidemment n'est pas aussi bien qu'un des grands mélos de Douglas Sirk, n'est pas aussi passionnant non plus que les films que Fleischer va faire sur des sujets similaires à la fin des années 60, début 70, comme Reddington Place mais malgré tout justement cet entre-deux, moi je trouvais absolument magnifique comme film, justement en termes de couleurs, enfin de retrouver cette espèce de puissance visuelle des couleurs que j'apprécie énormément dans les Douglas Sirk, mais de mêler ça avec cette inquiétude, cette espèce de perversion, et il n'est pas allé aussi loin qu'il avait envie d'aller. D'ailleurs dans ce film-là, il le dit d'ailleurs, parce que le criminel en question avait des perversions beaucoup plus importantes, mais que la censure de l'époque lui l'empêchait d'aborder totalement, et pour ça peut-être qu'il va se rattraper plus tard quand la disparition de la censure va lui permettre de le faire, mais malgré tout de redécouvrir ça et de se dire voilà, le type est quand même habité par des inquiétudes sur l'être humain, et c'est la force qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans Mandigo et dans beaucoup de ses films, sans jamais forcer le trait sur ses personnages. Moi c'est le truc qui, je pense, m'a le plus intéressé, c'est-à-dire que on a à aucun moment, jamais, je pense, dans ces films, même les pires personnages en fait vont avoir à un moment ou à un autre en fait l'adhésion du spectateur. On en reparlera beaucoup plus, je pense, avec Mandigo qui pousse la chose extrêmement loin, mais déjà je trouve dans ce film-là, La vie sur la balançoire, moi j'ai vraiment touché de ça, et ça m'intéressait beaucoup vraiment. C'est-à-dire que t'as ce personnage qui visiblement est présenté comme un type agressif très vite, on se doute on sait déjà que ça va mal finir, de toute façon c'est présenté, le film ne joue pas sur ce suspense à aucun moment, mais malgré tout en fait il va toujours les traiter comme des personnages, et c'est bête, c'est con à dire. Moi ça me fait de plus en plus penser, le cinéma de Fleischer, en fait, à ce que peut faire aussi Sidney Lumet. Alors évidemment par sa mise en scène, à savoir en effet il n'adapte pas son style à lui, il s'adapte à l'histoire qu'il raconte, dans la grande tradition américaine entre guillemets, même si elle disparaît de plus en plus, voire elle est carrément morte, et dans ce traitement des personnages on est toujours dans ce gris en fait, même si visuellement il s'adapte à un genre, là justement le mélodrame flamboyant à la Douglas Sirk, mais cette façon d'appréhender les personnages et l'histoire qu'il va raconter quand on les personnages, moi c'est un truc qui me fascine et qui me touche énormément en fait. Ouais, mais je pense que c'est vraiment si on doit vraiment autoriser complètement le regard qu'on peut porter sur l'œuvre de Richard Fleischer, il y a vraiment de ça, parce que c'est vrai que on l'a dit, une des raisons pour lesquelles Richard Fleischer peut-être est moins connu maintenant, c'est qu'on a plus de peine d'une part à retrouver un style commun à tous ces films, et aussi des thématiques communes. C'est sûr. Après c'est toujours intéressant, parce qu'on voit bien au fur et à mesure de la découverte que si il y a des choses, quoi. Effectivement il y a cette obsession dont tu viens de parler, déjà pour cette figure du crime, quoi, enfin de la violence, c'est vraiment ça, de la violence sociale, de la violence individuelle, dans Les Inconnus dans la ville, c'est vraiment ça, comment la violence individuelle par rapport à la violence sociale, il y a quelque chose de très fort chez lui là-dedans, une vraie obsession qu'on va retrouver de film en film, de Barabbas à 20 milieux sous les mers et tout ça. Il y a vraiment cette chose là, et une des choses moi que j'ai trouvé assez significative aussi dans La fille sur la balançoire. Pareil, je partage avec toi le fait que moi je suis pas complètement rentré dans le film, je le trouve trop comment dire, statique, même dans son utilisation du scope. Il y a quelque chose qui dépasse. Après avoir vu d'autres Fleischer, il y a un petit côté en dessous, ça marche pas. Bien, enfin je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en termes d'adhésion pour le spectateur. Mais ceci dit, on y retrouve quelque chose qui fera sa force dans beaucoup de ses films, c'est que il y a un talent d'observation chez lui qui est juste hallucinant. On pourrait, pour aller très vite, le cataloguer du côté des réalistes. C'est quelqu'un qui a un souci d'authenticité hallucinante. Beaucoup de recherche aussi. Beaucoup de recherche dans les différents univers qu'il va investir. À chaque fois, on a dans des univers extrêmement spécifiques, que ce soit le Nautilus, que ce soit les Vikings. Et là, on est dans la haute société new-yorkaise, et il y a une attention chez Fleischer à la représentation des us et coutumes de cette société-là, et à travers donc tout ce qui pourrait être de l'ordre du détail en termes justement de la représentation de tout ce qui est des usages et compagnie, et des décors et compagnie, de vraiment montrer
tout ce qui peut être souterrain dans cette société-là, tous les rapports de pouvoir, de domination, ce qui fait que ça a été aussi un cinéaste très attentif à la lutte des classes. Je pense à un film comme Le Temps de la colère, qui se termine sur qui met en scène un héros qui est aussi issu des classes dominantes sudistes, justement. C'est un grand planteur et qui finalement va se rendre compte que il n'est pas si différent que ça d'un mec qui lui-même est métayer, quoi. Donc un de ses subalternes, on va dire. Et c'est quelqu'un qui est très attentif à cette thématique-là, ce qui n'est pas si commun que ça dans le cinéma américain, cette sensibilité à la lutte des classes, et qu'on va retrouver aussi dans La fille sur la balançoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à une personnage de basse extraction, cette fameuse fille, qui est plongée dans ce monde-là et qui va être baladée. Et non seulement c'est cette dimension lutte des classes, mais aussi lutte de genre. C'est une femme, elle est complètement... La fille sur la balançoire, c'est très important. C'est complètement ça. Je veux dire, la fin de La fille sur la balançoire, par exemple, est sidérante à quel point, là, on retrouve du Fleischer complètement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le film nous a fait des grands discours sur la fille de basse extraction qui accède à la grande société, ou la femme qui est le jouet des hommes. Mais finalement, ce n'est que ça qu'on a vu pendant 2 heures de film, en fait. On a vu que quelqu'un qui, de toute façon, était un subalterne dans la grande lutte de domination sociale et sexuelle de la société qu'il dépeignait, quoi. Tous ces thématiques, ces sujets entre guillemets même importants, voire de société qu'il aborde dans ses films, je pense que tu le ressens pas justement parce qu'il y a un intérêt pour le personnage chez lui qui prime avant tout. Enfin, c'est vraiment con, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a pu dire sur d'autres cinéastes, mais il y a un intérêt pour chaque personnage. Et dans La fille sur la balançoire, on va passer aux Vikings après, mais moi les scènes finalement qui me restent presque le plus, c'est des discussions par exemple entre cette fille et sa mère chez elle. Enfin, il y a des scènes qui sont super belles et tu te dis mais les personnages sont intelligents. T'es face à des personnages qui sont intelligents en fait, y compris les personnages secondaires, y compris plein de choses. Et du coup, toutes les thématiques, voilà, vu qu'on a affaire à des scènes des vraies scènes de vie malgré tout, des questions du quotidien, comme tu le disais, les us et coutumes même de cette époque, ou des classes, ou de plein de choses, mais qui sont traitées de façon très naturelle de toute façon. Et du coup, t'as pas l'impression d'avoir affaire à un pensum, jamais. Non, mais carrément. Et puis surtout que le fait, même si on voit bien que c'est des gens qui réfléchissent et tout ça, à aucun moment ils ne formulent le discours que nous on pourrait pratiquer actuellement. C'est-à-dire, ça me fait penser, c'est ce que je trouvais très fort dans une série comme Mad Men, par exemple. On se dit, mais c'est incroyable tout ce que ça peut travailler. Et à la fois, aucun personnage ne véhicule le discours que nous, de 2018, quand on regarde ça, on se dit, mais ouais, c'est parce que t'es juste complètement opprimé en tant que femme que tu as ce comportement-là. Mais elles n'ont pas cette hauteur de vue, et je parle là des femmes, et ça va être pour les homosexuels ou pour les noirs, voilà. Et c'est quelque chose on finira sur Mandingo où là on est vraiment dans une radicalisation totale de ça. On va essayer d'ailleurs de parler assez vite de Mandingo. On va quand même faire une pause pour parler des Vikings, qui sort donc dans un très joli coffret chez Rimini. On écoute tout de suite l'intro des Vikings et cette merveilleuse musique, et on se retrouve juste après pour parler du film. The Vikings, in Europe of the 8th and 9th century, were dedicated to a pagan god of war, Odin. Cramped by the confines of their barren icebound northlands, they exploited their skill as shipbuilders to spread a reign of terror, then unequaled in violence and brutality in all the records of history. The greatest wish of every Viking was to die sword in hand and enter Valhalla, where a hero's welcome awaited them from the god Odin. Voilà, quand je parlais du rapport qu'on pouvait avoir, que chaque cinéphile en tout cas qui a une culture télévisuelle, en tout cas qui a grandi comme moi dans les années 80-90, qui a connu le cinéma par la télé, les Vikings c'est l'exemple de base. Moi je sais que c'était un film de mon enfance pour pas mal de choses. D'une part parce que effectivement c'est un film qui a un souffle épique hallucinant et qui m'avait tout de suite saisi quand je l'ai vu assez petit, et c'est un film qui m'a accompagné longtemps, que je vois régulièrement et qui me paraît être vraiment un exemple incroyable de cinéma grand spectacle hollywoodien, mais qui m'a toujours plu aussi de façon beaucoup plus déviante justement,
justement pour sa représentation de la barbarie en fait, quoi, pour ce côté hyper violent que le film avait, qui dénotait beaucoup sur des films qu'on pouvait voir ailleurs. Moi je pense que pendant longtemps en tant que fana ou j'avais une sorte d'envie de voir des scènes violentes au cinéma ou attiré par une sorte de paganisme barbare et tout ça, qui a été finalement assez récompensé par la sortie de Braveheart à un moment, mais il y avait ce truc là de vouloir voir du viking, cette fameuse phrase de Mel Gibson quand il devait faire un film de viking. Moi je vois un mec qui te fout les chocottes, et en même temps il y a cette jouissance, ça fait partie du genre du film de viking, c'est que à la fois il y a une sorte de peur et de jouissance parce que le viking c'est le païen, c'est celui qui suit ses pulsions, donc à la fois on est effrayé parce que c'est terrifiant ce qu'ils font, et en même temps il y a une forme d'exotisme, et qui porte une certaine idée de la jouissance sans entrave, qui n'est pas du tout un truc de hippie, qui est le contraire, qui est au contraire justement va vraiment très 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 violent socialement. Et voilà, je trouve que c'est un film qui en tout cas montre. On sait, voilà, Fleischer et le bouquin qui est présent dans l'édition DVD remonte beaucoup, raconte beaucoup ça. C'est un film pour lequel Fleischer a fait beaucoup de documentation. C'est un film qui a une authenticité en termes de décor et compagnie, de reconstruction. C'est un film qui avait une importance pour moi aussi parce que c'était tourné près de chez moi, c'était au Fort Lalatte à la fin. En partie, il n'a pas tout tourné là-bas. Non, pas tout est tourné là-bas, mais il y a une scène hallucinante d'assaut de Château-Fort qui est une des plus belles séquences de bataille, pour moi, de l'histoire du cinéma, mais qui est dingue et qui était tournée au Fort Lalatte, donc du coup dans les Côtes d'Armor, et qui reste dingue. Et il y a dans ce film justement cette sorte de représentation à hauteur de personnages, qui est quelque chose dont on vient de parler, que chez Fleischer, qui est très récurrente, c'est-à-dire de ne pas avoir de regard surplombant. Fleischer, c'est tout sauf un démiurge, par exemple. C'est quelqu'un qui filme à hauteur de ses personnages. Encore une fois, c'est radical dans Mandingo. Il y a quelque chose dans l'écriture, déjà, je te coupe, mais c'est pour participer à ça, c'est que le fait est qu'on te fait rentrer dans un univers, parce qu'on est vraiment dans ce cas-là, chez Fleischer, à chaque fois, il nous fait pénétrer dans un univers assez particulier, qui a ses règles, ses codes, son décorum. Il le fait pas par enfin il a pu le faire, mais il le fait pas forcément par la porte d'un témoin qui, comme le spectateur, serait vierge de toute connaissance et découvrir au fur et à mesure un univers. Il le fait, il te fout tout de suite les pieds dans le plat avec un personnage qui lui-même connaît déjà ses us et coutumes, et auquel tu vas t'attacher de façon presque instinctive en tant que spectateur. Là, c'est le cas avec le personnage de Kirk Douglas, par exemple, assez vite dans les Vikings. Plus tard dans Mandingo, pareil, avec ce personnage de fils de propriétaire qui a grandi dans cet univers, qui le connaît, et du coup toi en tant que spectateur, il arrive quand même de façon assez je trouve efficace dans ces films-là en particulier, à tout de suite te faire accepter cet univers et ses codes, même s'il va te les faire découvrir au fur et à mesure de façon avec plus de détails au fur et à mesure du film, mais tout de suite il te fout les pieds dedans, quoi. Ouais, il te fait tout de suite les pieds dedans. Il y a une sorte d'évidence, et il y a aussi quelque chose que je trouve assez saisissant, qui m'avait très marqué quand j'avais vu Barabbas, qui est un film biblique extraordinaire, qui a en son sein donc une scène de gladiateur. Donc on n'est pas si loin que ça de l'émotion procurée par les trucs de Vikings, c'est-à-dire un truc de barbarie totale. Et ça m'avait marqué cette scène-là, parce que je me dis, putain, on dirait presque les Apocalypto. Alors évidemment, on est complètement obsessionnel, on en revient toujours à Mel Gibson, mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui différencie cette scène dans les Vikings, ces scènes de barbarie chez les Vikings, où on fait des jeux pour déceler l'adultère chez une femme qui aurait soi-disant trompé son mari, un truc complètement odieux, de la scène aussi des barbares dans Barabbas, où une scène très sèche aussi d'une scène comme Soleil Vert de l'émeute, quand t'as un camion Ben qui ramasse des manifestants. Il y a quelque chose de très froid en fait dans la façon qu'il a de filmer ça, c'est-à-dire de très, encore une fois, à hauteur du point de vue des gens qui vivent cette scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté sans le jugement, on le filme de façon exactement, on est dedans, on filme ça comme si c'était c'est une évidence pour les spectateurs, il n'y a pas le jugement du metteur en scène qui vient regarder ça, on est avec c'est bien, c'est mal, la boussole morale, il distribue pas les cartes et tout ça du bien et du mal, il n'y a pas de boussole morale là-dessus, et là on retrouve vraiment ça, c'est quelque chose, et là je prends vraiment les cas d'observation de la violence sociale
de groupe, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la violence individuelle à travers des cas d'exception. On a parlé des serial killers, mais aussi du tueur jet-setter dans La fille sur la balançoire. Mais il s'est beaucoup intéressé aussi à la violence sociale, et on parlera de Mandingo après. Mais là, dans Vikings, c'est une civilisation violente socialement, qui a une violence organisée. Et la façon dont il a de la montrer est très sans jugement. On est dedans, c'est très violent. Et pareil pour la Même violence. s'il y a le personnage de Tony Curtis qui vient faire la balance quand même dans c'est un dans film le gros beaucoup du plus film, confortable. Après, on peut regarder les Vikings, c'est un film extrêmement confortable, mais quand on prend un peu de recul, on se dit mais c'est juste hallucinant ce que ça il montre. le fait presque entre guillemets accepter parce que justement c'est normal, comme tu le dis, t'es à hauteur de cet univers. Enfin, on n'est pas en train de surplomber, le réalisateur n'est pas en train de surplomber cet univers, donc cette violence. Donc évidemment, elle te paraît moins brutal. Bien sûr, mais je pense que c'est la force et la limite d'un film comme Les Vikings, parce que quand je disais au tout début que Fleischer c'est aussi quelqu'un qui a un réaliste au sens où il y a un grand souci de l'authenticité de la représentation, c'est aussi quelqu'un qui, en se mettant à la hauteur de ses personnages, leur rend justice à leur vision du monde. Chez Fleischer, on a souvent des personnages qui ont une vision du monde très arrêtée. C'est le cas dans Le Flic de n'aube pas la nuit. Dans la plupart de ces films, c'est des gens qui ont une façon d'appréhender le monde idéologique, et c'est très arrêté leur façon. Et dans la mise en scène, non seulement il a une vision objective, réaliste, mais il a aussi une vision subjective, dans le sens où il utilise par les outils de la mise en scène, il reconfigure le monde de la façon dont le voient ces personnages, quoi. Chez les Vikings, c'est très et prégnant. Différents personnages, il n'utilise pas un point de vue, il y en Bien a sûr que plusieurs. non, c'est très complexe là-dessus. Et dans les Vikings, il rend justice à la mythologie viking. C'est un des films là-dessus où voilà, la mort de Kirk Douglas. Il y a peu de films sur les Vikings, il y a celui-là, le 13e guerrier, et c'est vrai que du coup, sans le film de Mel Gibson, ça reste les deux Bien objets sûr, ouais. qui vont... Exactement, t'as ça, et c'est vrai qu'il y a un côté très, très lyrique dans les Vikings qui est d'une beauté fulgurante, Oui, surtout que c'est porté. C'est Jack Cardiff voilà. qui fait la photo. Hein, c'est dingue, et c'est vrai que là le Blu-ray rend particulièrement justice à ça. C'est qu'on se dit mais en termes de photographie c'est juste hallucinant, la beauté plastique et le souffle épique qui se dégage de la mise en scène et tout ça, c'est vraiment, ça marche à fond. Les bateaux qui sortent du brouillard, enfin les bateaux mais vikings, oui. hein, en plus. Et on a vraiment, il y a comme la scène de la tempête quand il y a le supplice de Tony Curtis, et la scène de la tempête qui est soi-disant réveillée par les dieux. On sent que Fleischer, comme je le disais, à la fois il y a ce souci d'authenticité objective, réaliste, vraiment attaché aux détails, et à la fois il prend en charge quand même les croyances de ces personnages en leur donnant vraiment, en rendant visible leur monde intérieur quelque part, la façon dont ils ont à lire le monde. Et ce qui fait que tu as ce double regard là qui crée aussi les fulgurances plastiques. Je pense à un film comme L'étrangleur de Rillington Place, qui quand on se le remémore, par exemple, c'est presque un film, c'est la grisaille londonienne, c'est gris, c'est cracra, et en même temps la façon dont il a de filmer l'immeuble dans lequel vit l'étrangleur de Rillington Place, c'est presque un espace mental en fait. Il y a la tuyauterie de gaz et tout ça, c'est presque les circuits dérangés de son cerveau. Donc il y a à la fois ce double regard, c'est très réaliste. L'étrangleur de Boston, encore une fois, le split screen, c'est pas pour rien non plus. Enfin, encore une fois, on en parlait tout à l'heure de Lumet et de l'adaptation du cinéaste, de son style par rapport à ce qu'il raconte. C'est vrai qu'il le fait extrêmement bien, encore une fois. Et je pense que pour un film comme les Vikings, c'est exactement dans la même idée de mise en scène que justement pour ces films-là, qui pourtant n'ont rien à voir visuellement, mais c'est juste qu'on s'adapte justement à ce qu'on raconte, et ça il le fait particulièrement bien. Ouais, bien sûr, et ce qui en fait un double regard assez complexe. Et moi je trouve que dans les Vikings, c'est un film qui a des limites, et c'est pareil. Je pense quand à regarder les Vikings à la lueur de Mandingo, on se dit mais en fait les Vikings, il y avait moyen de les filmer comme la société de l'esclavage dans Mandingo. Mandingo, il arrive à un point extrême, on va en parler, mais tu veux qu'on reparle de Mandingo? On peut carrément commencer à parler de ce... Mais dans ce cas-là, avant de se lancer dans Mandingo, qui donc est un film de 75 et qui est proposé donc enfin en France en Blu-ray et même en DVD, parce que de toute façon en France il n'était jamais sorti sous une copie quelle qu'elle soit, je crois. Et on va écouter un extrait qui vient du début du film. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, on peut tout de suite conseiller d'arrêter d'écouter cette émission et d'abord regarder le film. Parce qu'on va spoiler comme des gros porcs. On va spoiler comme des cochons. En fait, ça va être un peu... on va pas pouvoir s'en empêcher parce qu'on aime beaucoup faire ça. Et puis voilà, on va s'écouter ce court extrait qui intervient au début du film, et on va parler de Mandingo juste après.
Do you have any religion for your niggers, Mr. Maxwell? Hell no. More religion they gets, the ornery they gets. Harder to drive. Don't worry none about their immortal souls. They ain't got no immortal souls. They gets to thinking they has souls. They gets to thinking that's as good as white folk. Ma'am, you reckon you got a soul? Well, lazy, no account, stupid, godforsaken nigga like me can't have a soul, man. Well, some folks think they got souls and go to heaven, too. Them abolitionists up north telling us they're as good as whites. Damn sons of bitches. Slavery was ordained by God himself. Niggers are right happy eating, working, fornicating. Abolitionists. Cranks and loonies, trifling loafers, interfering in other folks' business. Your rheumatism. I don't give a damn about my rheumatism. I don't do this, don't do that. Gets worse. Whatever I do or quit doing. Sleeping with one of them naked Mexican dogs. They say drains the rheumatism right out of the man into the dog. Yes? A nigger just as good. One of them drain off the rheumatism as good as any naked dog. Of course, you have to have that nigger sort of curl up around your feet, and then you gotta press hard and kindly force the rheumatism right out in the soles. That's right, interesting. Pour tous ceux qui n'auraient pas la chance de parler l'américain du sud des États-Unis, je peux vous assurer que ce dialogue était extrêmement violent. Mandigo, un film de Richard Fleischer, donc de 1975, qui serait peut-être, selon en tout cas Jean-Baptiste Torret, qui présente le film lui-même, qui fait une analyse du film d'ailleurs sur le DVD, que je conseille à tout le monde pour ces quelques bonus donc présents sur le DVD, qui présente donc Mandigo comme le dernier grand film de Richard Fleischer. Et c'est vrai que le film a été extrêmement mal accueilli par la presse, parce qu'apparemment ça a été un gros succès. Alors voilà, c'est ça, a été très mal accueilli par toute la presse, mais du monde entier, que ce soit aux États-Unis ou en France. Le film a été accusé évidemment d'être extrêmement raciste, c'était la plus grande charge je pense, et puis d'être un film d'exploitation vulgaire, violent, qui repose uniquement sur le sexe et la brutalité. Malgré tout, le public a répondu présent, malgré le fait que ce film sorte juste après Les Dents de la Mer, quand même, il a réussi à avoir son petit succès et d'être rentable, mais une fois qu'il a été rentabilisé, il a été un peu caché dans les cartons du studio, qui visiblement avait un peu honte du film, et il a été redécouvert assez tardivement. Dans les années 80, certains critiques ont commencé à revenir légèrement sur le film, ce qui n'a pas du tout aidé à le rendre, comme tu le disais au début de l'émission, publiquement en tout cas connu. Personne, par exemple tu le disais, quand on a parlé de la sortie de 12 Years a Slave de Steve McQueen, qui parmi les critiques a mentionné Mandigo, même à la sortie de Django, alors même que Tarantino pouvait mentionner le film parmi des références. Les gens avaient beaucoup plus tendance à mentionner le Django de Corbucci que le Mandigo qui parlait de l'esclavage de Richard Fleischer. Il y a toujours beaucoup de mal, même aujourd'hui. Le film est sorti déjà en DVD depuis quelques semaines. Je vois assez peu de commentaires sur cette sortie et sur ce film qui est peut-être donc du coup l'un des meilleurs films de Richard Fleischer. Et après ça, donc étant donné que le film a eu donc cette mauvaise presse, ça n'a pas empêché Richard Fleischer d'enchaîner directement l'année d'après avec un autre film qui a été lui-même en a une très mauvaise expérience, un film sur Sarah Bernhardt et puis sa petite sœur, et le studio l'a empêché encore une fois de faire ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que dans la fin des années 70, pendant la décennie qui a suivi, de 76 à 86, il a fait des projets qui lui tenaient assez peu à cœur, avec toujours de l'espoir de faire certains films qu'il avait vraiment envie de faire, qu'il ne fera jamais. Il terminera sa carrière avec Conan le Destructeur et Calidor avec Schwarzenegger. Et même s'il a pu, je pense, s'amuser sur Conan avec Jack Cardiff et puis des équipes de techniciens qu'il connaissait, c'est vrai qu'il a eu, je pense, il a terminé sa carrière avec le regret de ne pas avoir réussi certains des projets qui lui tenaient vraiment à cœur. Mandigo, donc 75, produit par Dino De Laurentiis, qui produira d'ailleurs aussi les Conan et les Calidor, qui lui, en tant que producteur, décide d'adapter une saga littéraire. Donc il y a une dizaine de volumes, je crois, j'ai oublié les noms des auteurs, mais qui a eu beaucoup de succès du coup à la fin des années 60, début 70 justement, ce qui raconte toute l'histoire
culture d'esclaves, avec la naissance d'un personnage jusqu'à son âge adulte et son rapport justement à des livres qui reposent a priori essentiellement sur du sexe et de la violence justement, qui ont eu beaucoup de succès. Donc forcément Dino De Laurentiis dit bon ben on va en faire du film quoi. Fleischer a refusé au départ le projet, comme beaucoup d'acteurs ont refusé certains rôles du film. Finalement il accepte Fleischer en se disant que bah voilà, il va peut-être réussir justement à appliquer cette vision réaliste qu'il a envie d'avoir de l'esclavagisme et de faire un anti-autant en emporte le vent, qui est vraiment, on se repose beaucoup sur cette idée-là, et c'est beaucoup répété dans les bonus aussi, mais c'est extrêmement vrai. C'est l'anti-autant en emporte le vent qui représentait une image hollywoodienne du sud des États-Unis autour de la guerre de sécession et des esclaves du coup, qui étaient beaucoup plus qu'édulcorés quand même, avec des esclaves qui sont finalement assez contents d'être esclaves, et des comment on appelle ça, les propriétaires d'esclaves, ils ont un nom. Merci Antonin de m'aider. Non, pas les mais qui heureusement étaient très très gentils avec leurs esclaves. Lui évidemment il avait envie de représenter autre chose, et dans la même approche qu'il a pu avoir avec tous les films, que ce soit les Vikings ou autre chose, évidemment c'est pas le même sujet, on va être d'accord tout de suite qu'il n'y ait pas de je compare pas les esclaves américains avec bref, mais il avait envie quand même, mine de rien, d'avoir cette approche justement réaliste, de montrer ce que c'était. Le cinéma a évolué entre les Vikings et Mandingo, le cinéma américain, il a expérimenté, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup, fin 60, début 70 déjà, Fleischer, il a pu déjà représenter beaucoup de violences différentes. Là, pour le coup, il va pouvoir enfin représenter la violence qu'ont subi les esclaves. Juste avant de te laisser la parole, dans les entretiens qu'il donne avec Stéphane Bourgoin, Fleischer affirme que sa version du film, son montage à lui, faisait 3h45 et que ça représentait, que c'est pour lui sa version du film fait 3h45, que personne n'a jamais vu visiblement à part lui et les studios qui n'en auraient pas voulu et qui ont réduit le film à un petit peu plus de 2 heures, donc on aurait retiré quand même 1h45 de film, une version de Fleischer qui aurait été beaucoup plus épique, beaucoup moins commerciale, où l'intrigue... parce que là, lui, il reproche à cette version qu'on peut voir aujourd'hui encore, et que je trouve, moi, assez exceptionnelle, et sur laquelle on ne trouve pas, on se dit pas tiens là il y a une coupe, là il manque quelque chose, là il y a un personnage qui disparaît, à aucun moment on a cette impression là, il y a un rythme qui est très bien tenu, aucun problème, mais lui reproche au film d'avoir un aspect trop commercial avec des péripéties qui s'enchaînent un peu trop bien, un côté trop mélodramatique en fait dans cette version là. Mine de rien, c'est la seule version, c'est la meilleure version qu'on puisse avoir du film aujourd'hui, celle qui est proposée par Jean-Baptiste Torret. Et elle est d'une violence terrifiante et d'un radicalisme. On pouvait parler tout à l'heure des Vikings et de peut-être ce côté un peu édulcoré dû à l'époque, dû au studio hollywoodien. Là, il n'y a plus rien d'édulcoré en fait dans ce film. Les personnages eux-mêmes sont tous plus pourris les uns que les autres. Et avant de te laisser la parole, d'ailleurs, je touche juste à ce petit sujet-là des personnages. On aura déjà pu parler tout à l'heure du fait de rentrer dans un film de Fleischer avec justement un personnage négatif, autre chose. Enfin voilà. Là, on a affaire à un scénario écrit par le scénariste de Serpico et de Joe, de Avildsen, le réalisateur de Rocky, qui était déjà un film un peu costaud au niveau... le personnage principal est un vrai taré à la Taxi Driver, mais en pire. Et c'est vrai qu'il y a un rapport là au personnage et au rapport que le spectateur peut avoir avec les personnages qui, moi, m'intéresse énormément. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnages qui sont tous plus ou moins pourris, notamment parmi du coup les blancs du film, ils sont tous vraiment monstrueux. Et on a fait, donc c'est l'histoire d'une famille menée par James Mason, pour ceux qui connaissent, menée par James Mason, son fils, ils sont tous les deux dans un sale état physique, qui gèrent comme des monstres du sud leur plantation et leur dizaines d'esclaves. Et le patron de la famille, James Mason, veut que son fils se reproduise pour avoir une vraie lignée et continuer sa plantation. Voilà, grosso modo, l'intrigue du film. Sauf que son fils, lui, va trouver une femme, mais ça sera pas très très bien, alors qu'il va avoir une relation avec une de ses esclaves et ça sera un petit peu mieux.
James Mason, son personnage est évidemment monstrueux, comme c'est les gens qui l'entourent. Son fils, lui, pour le coup, en tant que spectateur, quand tu démarres le film, tu dis, bah, ok, c'est un esclavagiste, mais du coup, il est un peu mieux quand même. Donc, du coup, tu t'attaches à lui, tu dis, ah, mais lui, il est moins sadique, il va soutenir, il va même défendre parfois des esclaves. Tu dis, c'est peut-être un bon gars, en fait. Et régulièrement dans le film, il y a en tant que spectateur, tu t'attaches à lui, tu te dis, bah voilà, c'est un bon gars. Il empêche un type de taper trop sur un esclave. Il va empêcher son père de séparer une esclave de son enfant. C'est un bon gars. Et hop, la scène d'après, il te rappelle que non, c'est un connard. Il est peut-être moins pire que les autres, mais c'est un connard. C'est un vrai connard, quoi. Et t'es en train de t'attacher à un vrai connard. Fais attention. Et c'est assez rare, en fait, dans un film d'avoir cette à la fois cette capacité en tant que spectateur de dire putain, ce type est un vrai con, est un monstre d'esclavagiste, de merde, et en même temps mais je suis en train de m'attacher à lui là, plus qu'aux esclaves justement, plus qu'à son personnage de Mendigo, non, je m'attache à ce personnage là, et c'est un connard, et ça fait mal, et ça te ramène à non, oublie pas. Et en fait, le cinéaste auquel on pense quand on voit Mandingo, c'est Paul Verhoeven, quoi. C'est le Showgirls du film d'esclavage. Exactement. Ça fait penser en fait à un mix, quand j'essaie de trouver des références au film, qui est c'est incroyable. Enfin, moi, c'est un des films les plus violents que j'ai vu. C'est très malaisant. C'est très très malaisant, et c'est un mélange entre, on va dire, Showgirls de Paul Verhoeven et éventuellement Les Proies de Don Siegel avec Clint Eastwood. Pour le côté Southern gothique très vénéneux que pouvaient avoir Les Proies de Don Siegel. C'est-à-dire que effectivement, tout ce côté-là, Southern gothique très vénéneux, c'est effectivement toute la charge plastique que déploie Richard Fleischer contre le Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent de Fleming. Ce côté représentation du Sud, et ça c'est une constante du cinéma américain, c'est-à-dire que et même dans des films très bons par ailleurs, il y a le Sud a toujours été filmé sous l'angle de la nostalgie d'un passé révolu, très flamboyant, avec des couleurs, le blanc du coton, le bleu du ciel, le rouge du crépuscule. Toute une iconographie posée par Autant n'emporte le vent qui a été réutilisée des maintes et maintes fois, même dans des westerns, moi, que je peux adorer, où le cinéma américain, et particulièrement le western, a porté cette nostalgie d'un monde révolu qui aurait été la douceur de vivre du Sud. Et puis de la révolte, c'est accompagné d'un sentiment de révolte, les derniers qui tiennent, même Exactement. Si on n'est pas d'accord avec leur idée, mais même dans des films de Josie Wells, le sudiste, du coup, c'est celui qui résiste contre le fédéralisme galopant d'un État englobant qui va contre la liberté des individus, qui est porté par les idéologies, qui est très bien représenté dans les idéologies du Sud. Et même s'il n'y a pas le côté sudiste esclavagiste, il y a le côté romantique rebelle. Et c'est un truc qui n'a pas du tout été traité. Et je pense que même plus que la question indienne, des Native Americans, a vraiment été traitée par le cinéma américain. Effectivement, beaucoup moins que ça aurait dû. Et très tard, sans doute aussi. Beaucoup trop tard. Mais par contre, ça a été traité. Alors que la question de l'esclavagisme a été très peu traité, mais vraiment très peu. Et assez mal quand c'était le cas. On pense à Amistad, effectivement, même Couleur pourpre et tout ça, même les films de Spielberg que j'adore par ailleurs, c'est pas bon, quoi. Et il y a très peu de films là-dessus. C'est vraiment hyper dérangeant. C'est le tabou ultime. C'est presque le tabou ultime du cinéma américain. Et même quand 12 Years a Slave, on en avait parlé lors d'une émission, voilà, ça ne l'aborde pas du bon angle. Ça l'aborde très mal, même dans le mauvais angle qu'il trouve. C'est pas bon du tout. Même Django, le spectateur, il fait sa catharsis tranquillou. Les méchants sont vengés. C'est réglé. Voilà, le noir américain est devenu une sorte de figure iconique, et ça fonctionne. Tout est réglé. C'est des films très confortables. Là, c'est presque, ça fait penser à un film comme Fureur à Page de Robert Aldrich sur la question indienne. On se dit, bah oui, effectivement, on a les deux points de vue. C'était horrible. C'est extrêmement inconfortable. Et c'est un film qui explose non seulement ce tabou-là de la représentation du fonctionnement de l'esclavagisme dans le Sud américain au 18e, et qui explose au passage, mais plein de tabous de représentation du cinéma américain, que ça soit l'inceste, limite pédophile par moment, la question des relations évidemment interraciales, homme-femme, femme-homme. Évidemment, c'est encore pire quand c'est femme-homme. Ça, c'est le truc que tu ne vois très peu dans le cinéma américain, toujours aujourd'hui. On n'a pas dit d'ailleurs, à côté de James Mason, il y a aussi l'autre actrice Suzanne George, qui est notamment connue pour Les Chiens de paille, et qui retrouve un rôle encore une fois extrêmement difficile, on va dire, quoi. Moi, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, Suzanne George, et je l'ai vu dans Les Chiens de paille, et celui-là, tu dis c'est incroyable, parce qu'il y a un film où elle se fait violer, où finalement on se dit c'est bizarre, on dirait qu'elle aime ça, et dans l'autre film elle viole un mec, et c'est elle qui viole quand même, et c'est incroyable. Enfin, l'actrice, elle a peur de rien,
et malheureusement elle a pas eu la carrière après parce que c'est juste intenable au niveau purement son agent il a dû lui dire je laisse tomber, je te largue, c'est pas possible. Et c'est un film qui est dément, effectivement. Là on retrouve toute l'authenticité, le souci d'authenticité de Fleischer, c'est-à-dire que en prenant l'inverse de Gone with the Wind, on a vraiment ce truc où là où il y aura un éclatement de couleurs, tout est terne, on a une photographie superbe qu'on croirait presque signée par Richard Gordon Klein, Willis. Richard Klein donc, a déjà travaillé plusieurs fois aussi avec Fleischer. Il retrouve quand même une équipe, malgré le fait, il retrouve une équipe qu'il connaît, ce qui lui permet de travailler aussi très très bien, je pense. Hein. Non mais et c'est vrai que la photographie est démente. On a l'impression que c'est, il y a pas d'éclairage, c'est tout ce qui pourrait, toutes les couleurs sont éteintes. Il cherchait absolument du réalisme en fait, et je pense qu'il l'a totalement trouvé. Il l'a trouvé. C'est pas de façon trop. Il y a des moments où on se dirait putain, ça pourrait être qu'est-ce que c'est la référence picturale, ça pourrait être du Rembrandt, mais non, ça serait beaucoup trop joli de penser à du Rembrandt. Et en même temps, il y a des séquences qui, en termes visuels, touchent presque au cinéma. C'est ce que dit Toré aussi d'ailleurs dans les bonus, touchent presque au cinéma d'horreur, avec un éclairage pas expressionniste, mais pas loin quoi, et où tu sens vraiment de l'inquiétude. Et c'est vrai qu'on est parfois à deux doigts de virer dans le cinéma d'horreur où tu as l'impression d'avoir affaire à des fantômes qui hantent cette grande maison. Ah ouais, non mais carrément, de toute façon c'est une grande maison avec tout est vide, alors toute l'opulence, tout ce qui faisait la douceur de vivre du sud, c'est-à-dire les grandes robes chatoyantes, le mobilier, tout ce qu'on a appris à reconnaître quand le signe extérieur de l'art de vivre sudiste, c'est-à-dire vraiment tout ce truc-là, des grands propriétaires terriens, des cotonniers, machin. Là, il y a plus ça. Donc il y a à la fois ce souci de réalisme qui fait que cette sorte d'ascèse en termes de flamboyance de l'image nous apparaît comme un effet de réel saisissant. À la fois, ça paraît comme ce que je disais par rapport aux Vikings, c'est comme une sorte d'espace mental de ces gens qui sont gangrenés par une sorte de philosophie complètement dévoyée. Et c'est vrai que la grande idée du film, c'est ça, c'est ce personnage de Hammond, quoi, c'est du fils qu'on nous, par pur réflexe, et là où Richard Fleischer et son scénariste, c'est une idée géniale, c'est qu'il joue admirablement avec le réflexe du spectateur qui fait que nous, on a besoin d'identification. On est là avec le personnage et tout de suite on se dit à qui je vais m'identifier, parce que moi le père, tous les discours qu'il promulgue, et là c'est encore une fois un truc très fleischerien, c'est qu'on a ce personnage qui expose sa philosophie de vie, qui est sans doute là-dessus, qui ne bougera pas d'un iota pendant tout le film, et qui expose vraiment ce que c'est sa philosophie. C'est l'esclavage, c'est bien, attention, c'est des animaux, attends, moi les abolitionnistes du Nord, là j'en ai rien à foutre, ça il faut faire ça, toi mon fils, tu veux te marier, t'as peur de te marier parce que tu penses que tu vas pas pouvoir coucher avec des noirs, t'inquiète pas, tu caches ça à ta femme et ça va bien se passer, elle le saura, mais faut pas que ça soit trop voyant, tu y vas, et puis voilà, c'est comme des animaux, des horreurs totales, et on voit que le fils il écoute ça, ça se passe très bien, il écoute avec beaucoup avec beaucoup de respect pour l'autorité de son père, il écoute ça très bien, mais on voit bien que le fils, c'est un personnage qui est, on va dire, qui a des émotions en fait, dont on sent qu'il a peine à trouver sa place. Et là, la mise en scène de Fleischer est très belle, c'est-à-dire que le personnage du fils, par exemple, est souvent filmé sur le palier de la porte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous est montré comme une grande figure de l'entre-deux. C'est un grand ingrédient de scénariste. Toujours croire qu'enfin il va passer le pas, et puis on montre, dire non, l'esclavagisme, c'est nul. C'est ça. Il nous montre ça, que c'est un personnage, dans n'importe quel scénario, il y a ça, quand deux grandes forces sont en présence, il va y avoir le personnage qui va avoir son trajet initiatique, qui va passer d'un camp à un autre, et lui il est filmé comme ça, il est filmé sur le palier de la porte à chaque fois, quand il y a le premier noir qui fait martyriser, il ne se met sur le palier de la porte, il retourne dans la maisonnée pour empêcher à ce que son cousin sadique le batte trop fort. On sent très bien que voilà, il a une sorte de fébrilité, c'est un personnage qui est entier, c'est-à-dire que, mais il est entier pourquoi ? Parce qu'en fait, il a une sorte de révulsion pour la violence dont on peut deviner qu'elle lui vient du propre accident qu'il a eu, ce qui fait que lui il est handicapé ou je sais pas quoi. Il ne supporte pas la violence physique. Il a un côté. Je suis pas sûr de ce que c'est encore plus ambigu que ça. C'est ça qui est merveilleux, parce que ça n'empêche pas de punir lui-même. Bien sûr, mais on sent c'est presque pareil quand il va voir sa cousine. On essaie de le marier avec sa cousine, et puis on voit bien c'est un des seuls personnages qui éprouve des sentiments
qui soit complètement extérieur à des relations qui soient de l'ordre du commerce, c'est-à-dire par exemple sa relation avec les prostituées. À un moment, tu as une prostituée qui lui fait une proposition, c'est le seul personnage qui refuse. Dans les tractations qu'il peut y avoir entre sa famille, c'est le seul qui renacle un petit peu à aller se marier avec sa cousine. Il y a quelque chose que dit Torre dans les bonus que je trouve très très vrai, c'est que peut-être que ce personnage-là, c'est le pire du film finalement. Mais c'est complètement le pire du film. Parce que justement, il va rendre acceptable l'esclavagisme. Mais complètement. En fait, le truc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, il essaye de. Enfin, c'est le personnage qui est entier, qui est le seul qui a une émotion dans ce cadre-là, et qui n'est pas un idéologue. L'autre, c'est presque un idéologue, son père. Oui. Tous les autres, c'est des idéologues, et ils sont absolument sans sentiment. En tout cas, nous, en tant que spectateurs, on n'y a pas accès. C'est que des personnages vecteurs d'une certaine idéologie. Lui, il est là-dedans, et lui, ce qu'il veut, c'est en même temps, quand il voit sa cousine, à un moment, on voit bien qu'il a des sentiments pour elle, et à un moment, il va se marier avec elle, et c'est sincère. Il couche avec elle, il est absolument révulsé de découvrir qu'elle n'est pas vierge, et là, l'idéologie va prendre le dessus, mais sans que lui se fasse l'idéologue de cette idéologie. Là, lui, il la vit, il est sincère, il a une émotion, et comment il la véhicule en tant qu'individu, c'est putain, mais non, t'es une putain, moi je ne veux pas te voir. Et il est tellement entier que son le gros pivot dramatique du film, c'est que lui, c'est impossible pour lui d'être hypocrite. Il n'est pas capable de jouer avec tous les usages, avec toutes les règles de domination sociale, sexuelle, économique qui existent dans le film. Non, lui, il est entier, il est incapable de gouverner ses propres émotions, et vu qu'il est en situation de dominant total, toutes ces émotions et les actes qui en découlent vont finir par des trucs absolument horribles. C'est-à-dire que la relation qu'il va avoir avec sa femme, lui, il va pas du tout se cacher d'avoir des sentiments pour une de ses esclaves. Donc lui, cacher le fait là, comme son père lui avait inculqué au début, non, il le fait pas, il s'en fout, il est dominant, et il va pas comprendre qu'on puisse lui reprocher, en fait, quoi. C'est comme ça, et c'est ce qui fait qu'il est absolument horrible, quoi. Et il est d'autant plus horrible que c'est notre vaisseau pour rentrer dans ce film, quoi, et qu'on se rend compte que s'il y en a un qui a intégré ça complètement, et c'est encore plus horrible qu'il ait intégré ça parce que lui, il n'a lui-même aucun recul par rapport à toutes ces idéologies de domination sexuelle, sociale et raciale, c'est lui, c'est affreux. Il faut malheureusement qu'on arrête cette émission. Vous pourrez retrouver sur le DVD de Mandigo, sorti donc chez Studio Canal dans la collection de Jean-Baptiste Torre, Make My Day, une analyse du film par Torre, une autre par Olivier Père, et j'ai oublié le nom de son copain, Jean-Loup Bourget, une interview de James Mason qui date des années 70, début 80, je sais plus d'ailleurs. Quelques petits bonus comme ça qui sont très intéressants et qui reviendront évidemment sur tout ce film-là. On peut retrouver Les Vikings et La fille sur la balançoire chez Rimini, Les Vikings notamment dans un très joli coffret avec un livre comme tu le disais. Vous pouvez retrouver cette émission, elle, sur le site de Canal B bien évidemment, et sur YouTube. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission, c'est très gentil. Merci, c'est un plaisir à vous de l'avoir écouté. On va se quitter avec un très court extrait des Vikings et on se retrouve très bientôt. Merci. Des bisous. Ciao. Prepare a funeral for a Viking.